sur l'intervention civile de paix en Ukraine avec Anna Penfrat de Non-Violence Peace Force qui nous a rejoint. Merci Anna d'être avec nous. Merci pour l'invitation. Avec grand plaisir. C'est un sujet, je pense, qui est très intéressant, très actuel. Je pense que ça doit questionner aussi comment on peut faire de l'intervention civile de paix en plein conflit armé avec de nombreux bombardements, notamment comme c'est le cas en Ukraine. Vous avez des équipes sur place. Donc on devait avoir en direct des personnes sur place, mais bon, ils sont dans des villes où il y a des bombardements réguliers, des coupures de courant et d'eau, et donc ça ne peut pas être fait. Donc merci déjà beaucoup de nous rejoindre, de venir nous parler, parce que vous savez très bien de quoi il s'agit, puisque vous êtes représentante de Non-Violent Peace Force auprès de l'Union européenne. Donc, c'est des sujets que j'imagine vous traitez quotidiennement. Déjà, est-ce que vous pouvez nous parler un peu de vous et de Non-Violent Peace Force et puis de votre travail? Oui, bien sûr. Donc, merci encore pour l'invitation. Bonsoir à tout le monde. Donc, je m'appelle Anna Penfrat et comme Mathieu l'a dit, je travaille pour Non-Violent Peace Force, une ONG qui a maintenant 20 ans et qui se focalise sur la protection physique des civils dans les conflits par d'autres civils qui sont, eux, non armés. Et moi, je suis basée à Bruxelles, en Belgique, et je suis la responsable de plaidoyer de l'organisation envers l'Union européenne. Et l'organisation travaille dans différents pays. On est actif aux Philippines, dans le sud des Philippines, au Sud-Soudan, au Soudan, en Irak, au Myanmar et aussi aux États-Unis, en plus de l'Ukraine dont je vais parler. Et ouais, Non-Violent Peace Force, c'est comme une grande organisation qui est peut-être pas très connue des personnes en France qui ne connaissent pas trop l'intervention civile de paix, mais quand on commence à regarder ce que vous faites, c'est assez impressionnant. Merci. Euh, et oui, donc pour revenir sur l'Ukraine, donc vous êtes intéressé assez tôt à ce conflit. Je sais en avril, vous avez mené des missions pour un peu voir comment vous pourriez intervenir sur place. Et là, vous avez lancé une mission pour au moins 2 ans. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu des objectifs de cette mission? Oui, alors donc en effet, il y avait une mission d'évaluation d'abord d'avril, mai, juin. Et puis, parce qu'on n'était pas actif en Ukraine, on avait des liens, on avait eu des contacts, on avait eu des formations qui avaient été organisées, je crois que c'était autour de 2015, euh, mais on n'avait pas de présence. Et donc, on a fait une mission d'évaluation pour voir si ça aurait du sens d'avoir de la protection civile de paix euh, dans ce contexte. Euh, et donc actuellement, on a donc toute une équipe qui est au nord et à l'est de l'Ukraine. Et notre but, c'est d'améliorer la sécurité des civils et leur accès aux services de base, services humanitaires ou services publics. Et pour ça, on agit enfin, on a une stratégie en 2 volets. Le premier volet, c'est qu'on fait de la protection directe nous-mêmes des civils. Euh, Enfin, nous, pas moi, mais mes collègues, bien sûr. Ça peut prendre plusieurs formes. Ça peut être les accompagner à travers des checkpoints pour faciliter leur évacuation. Ça peut être les aider à récupérer des papiers d'identité. Euh, Ça peut être les connecter avec différents services de santé, sachant qu'on parle de personnes qui sont vraiment à côté de la ligne de front, donc qui ont des grands, grands besoins. Donc ça, c'est de la protection directe. Et le deuxième volet de la stratégie, c'est qu'il y a, c'est notre soutien aux acteurs locaux qui font ce même travail de protection. Il y a énormément d'acteurs locaux. Il y avait déjà beaucoup d'ONG en Ukraine avant février, mais il y a encore plus de collectifs, de groupes de bénévoles qui se sont formés pour répondre à la crise humanitaire, qui font un travail incroyable depuis février, qui se mettent beaucoup en danger et qui ne reçoivent pas beaucoup de ressources, qui n'ont pas toujours l'expertise sur tout ce qui est protection civile de paix déjà à la base. Donc, notre travail, c'est aussi de les soutenir et de les accompagner. Pour notamment, enfin, encore une fois, il y a, ils sont excellents et ils ont un impact incroyable, mais parfois pour mettre en place des procédures, pour tout ce qui est mettre en place des garde-fous, faire en sorte que quand on gère des civils qui sont évacués, ne pas les retraumatiser par inadvertance. Il y a plein de protocoles que des organisations comme la nôtre mettent en place en interne, et donc c'est partager cette expertise aussi avec des collectifs de bénévoles locaux. D'accord, donc c'est en fait un rôle assez important de formation et d'accompagnement sur sur les méthodes que vous maîtrisez pour les diffuser au sein
de l'Ukraine et des C'est nouveaux ça, collectifs qui se sont créés en réaction à ce conflit. exactement. Sachant qu'il y avait aussi des collectifs qui existaient déjà avant. D'accord. Ok. Et donc, du coup, c'est une équipe de combien de personnes qui se répartit un peu comment en Ukraine si vous Oui, les alors accueillez? nous, à Nonviolent Peace Force, on est seulement 25 à peu près en Ukraine. Donc, c'est une petite équipe, hein. Ouais. Euh, donc, comme je l'ai dit, on travaille surtout dans le sud, sud-est de l'Ukraine et au nord-est. Donc, au sud-sud-est, pour ceux qui connaissent un petit peu, donc on a notre QG qui est à Odessa, sur la mer Noire. Euh, on a environ 5 personnes dans le QG qui ont des fonctions support et on a 5 personnes qui mettent en place les activités de terrain et qui se déplacent dans toute la région d'Odessa. On a de manière similaire 5 personnes à Mykolaïev qui aussi ont des activités dans toute la région de Mykolaïev, parce que on appelle ça des oblasts en Ukraine. Et en gros, les régions ont le nom des plus grandes villes de la région. À Kharkiv, qui est dans le nord-est du pays, dont tout le monde a probablement entendu parler parce qu'il y avait une grosse contre-offensive des Ukrainiens en septembre et beaucoup de territoires qui avaient été occupés par les Russes qui ont été récupérés par les Ukrainiens. Et à Kharkiv, on a à peu près 7 collègues. Et depuis la semaine dernière, on a 4 collègues qui couvrent la région de Kherson, qui a été libérée très, très, très récemment. Mais c'est une présence mobile. Ils ne sont pas tout le temps là parce qu'il y a des grosses questions sécuritaires, mais je sais que par exemple ce soir, ils vont y passer la nuit aussi. Oui, bah justement, effectivement, c'était une de mes questions. On est sur un conflit qui est encore très mouvant. On voit que les conditions, elles peuvent changer du jour au lendemain. En tout cas, c'est ce qu'on peut voir d'ici par la presse. Euh, J'imagine du coup que ça doit beaucoup impacter votre mission. Comment vous faites pour vous adapter à ces évolutions? Est-ce que vous avez des partenaires sur place? Est-ce que vous avez des partenaires, par exemple, avec l'État ou les institutions ukrainiennes pour vous soutenir et vous permettre de poursuivre la mission malgré les conditions qui évoluent? Oui, alors de toute façon, pour être présent sur le terrain, il faut avoir les différentes autorisations. On a beaucoup de liens avec les autorités locales. En ce qui concerne le contexte mouvant, évidemment, tout ce qui est analyse de la situation sécuritaire, c'est quelque chose qu'on fait en permanence. On a une personne qui a un conseiller sécurité qui apporte son soutien à toutes les différentes équipes, mais chaque équipe au quotidien fait des analyses de sécurité pour décider de qu'est-ce qu'on peut faire comme activité ce jour-là, cette semaine-là, éventuellement si nécessaire adapter les déplacements, surtout quand on fait de l'accompagnement de civils à travers des checkpoints ou d'une ville à une autre. Si on voit qu'il y a un grand risque, eh ben, on reporte. Donc évidemment, il faut pouvoir s'adapter d'un jour à l'autre. Et puis tous les staffs sont formés sur tout ce qui est les mines, les bombes non explosées, savoir les repérer, savoir quel comportement adopter quand on se retrouve dans ce genre de situation, et former d'autres aussi, par exemple des groupes de bénévoles ou même des civils dans certains endroits sur ces questions-là. Et puis, il y a aussi l'aspect très pratique de savoir toujours quand on se déplace où sont les abris anti-bombardement autour de soi. Oui, ouais, ça peut servir à tout moment, malheureusement. D'accord, très bien. Et pour revenir du coup sur les conditions d'intervention civile de paix, justement, il y a trois principes un peu fondamentaux qui sont donc l'intervention non violente, une intervention impartiale et une intervention qui donne la priorité aux acteurs locaux. Là, on est dans un conflit quand même très polarisé. Euh, donc autant une intervention non violente et qui donne la primeur aux acteurs locaux, c'est des choses que je pense que vous pouvez faire. Comment vous faites pour gérer justement cette partie d'impartialité euh, alors qu'on est dans un conflit avec une population qui est forcément très divisée? Oui, alors, ce qui est évidemment délicat, c'est qu'on ne travaille que dans les zones contrôlées par l'Ukraine. Mais ça, c'est parce alors quand on a fait la mission d'évaluation en avril, mai, juin, on avait d'abord commencé à considérer, voir si, comme dans d'autres conflits où nous sommes actifs, il y avait moyen de faciliter les passages de checkpoints entre les différentes parties de conflit. Là, ce n'est pas possible. Les checkpoints où on aide pour les évacuations, ce sont des checkpoints qui sont gérés par les Ukrainiens. Malheureusement, on ne peut pas du tout avoir accès aux zones contrôlées par les Russes actuellement.
Ça ne veut pas dire qu'on ferme la porte à ce genre d'interaction, mais pour l'instant, ça n'est juste pas possible. Après, sur la question de l'impartialité, c'est quand même un concept qui est très, très, très discuté dans le monde humanitaire, dans le monde de la consolidation de la paix. Euh, il y a beaucoup de différentes définitions, d'interprétations. Euh, Nous, on dirait probablement que ce n'est pas qu'on ne prend pas parti, on prend d'une certaine manière parti pour un groupe particulier. Ce sont les civils qui sont impactés et victimes des conflits violents. Après, on ne regarde pas de quelle partie ils sont, Ouais. mais c'est ce groupe-là qui nous intéresse et c'est sur ça qu'on se focalise. Et actuellement, ce sont les civils en Ukraine qui sont le plus victimes et c'est là où on a un accès. On est seulement 25 staff, donc on se concentre là-dessus. Ouais. Il y a eu des tentatives de pouvoir intervenir sur des zones tenues par la Russie. Est-ce que vous avez pu faire ou est-ce que comme vous n'avez pas le personnel à déployer, vous n'avez pas même pas On n'a pas d'accès. On Ouais, n'a pas d'accès. C'est juste beaucoup trop dangereux. ouais, je comprends. Et, Mais on verra dans le futur, mais dans le futur proche, pour l'instant, ça ne semble pas envisageable. ok. C'est sûr que malheureusement, ce conflit est loin d'être terminé. Il y aura sûrement de nombreuses possibilités d'intervention à finir. Est-ce que comment vous voyez un peu justement la suite du conflit, l'évolution? Est-ce que vous avez un peu d'espoir pour la suite sur ce conflit? Bah, un, un aspect qui donne de l'espoir, c'est de voir la vitalité de la réponse de la société civile ukrainienne au conflit. C'est, ce qui est incroyable, c'est le nombre d'initiatives qui se sont créées depuis février pour prendre soin de ses voisins ou d'inconnus. Il y a vraiment eu un élan de solidarité énorme dans le pays. Donc ça donne un petit peu d'espoir. Mais bien sûr, dans le futur, à court ou à moyen terme, malheureusement, c'est très compliqué. Mais il y a au moins ces petits espaces qui donnent envie de continuer à s'engager et surtout, il faut absolument investir pour soutenir ces groupes de bénévoles qui font un travail énorme près de la ligne de front. Ouais. Alors du coup, comment justement on peut les soutenir, ces bénévoles qui vont depuis la France? Alors, ça peut être assez compliqué parce que, il y a une énorme déconnexion entre l'architecture internationale humanitaire et ces groupes et ces collectifs de bénévoles. Il y a beaucoup de frustration parce qu'il y a énormément d'argent qui est arrivé, qui est géré par les Nations Unies ou des grosses ONG internationales. Et les groupes de bénévoles, il y en a beaucoup, beaucoup qui sont en risque de burn-out quand ils n'en ont pas déjà fait, qui font le travail de manière bénévole, ils ne sont pas payés pour ça, qui utilisent leurs propres ressources parfois pour amener de l'aide humanitaire. Donc ça commence un petit peu à s'améliorer, mais il y a beaucoup, beaucoup d'efforts à faire. Et donc je sais que mes collègues en Ukraine font beaucoup de travail de plaidoyer à l'intérieur de l'Ukraine aussi, auprès des ONG internationales, pour faire en sorte que ces collectifs soient mieux soutenus. Il y a aussi du plaidoyer à plus long terme que tous les citoyens peuvent faire auprès de leur gouvernement pour aussi assouplir un peu les règles pour obtenir des subventions. Des gros bailleurs institutionnels comme la France ou l'Union européenne mettre des règles tellement strictes que si des collectifs de bénévoles essayaient d'avoir des financements directement de ces acteurs, ce serait un cauchemar pour eux en termes administratifs, de paperasse et de rapports financiers et autres. Donc à un moment, il va falloir aussi se poser la question de comment est-ce que ce type d'aide est fourni et comment faire en sorte que la réponse soit davantage menée par des acteurs locaux. Oui. C'est vrai que je sais que déjà pour nous, dans des bonnes conditions, c'est pas toujours simple de faire cette demande. J'imagine bien qu'il n'y a pas du tout les conditions matérielles pour remplir tous ces dossiers actuellement. Non. Et Euh, d'ailleurs, même pour se coordonner entre eux, on a organisé une grosse, grosse réunion à Odessa où il y avait 160 participants, une soixantaine d'organisations locales, des organisations formelles et d'autres qui étaient des collectifs complètement informels, qui ont pu présenter leur travail entre eux et auprès de 28 organisations internationales. Parce que tout le monde est tellement sous l'eau depuis février à essayer de gérer les urgences que tout le monde n'a pas tout le temps de regarder qui fait quoi. Et donc, c'était toute une journée organisée spécialement
localement pour que chacun puisse dire ce qu'il faisait, ce dont il avait besoin, essayer d'identifier des opportunités de coordination. Et tout ça a été fait dans un hôtel à Odessa où, encore une fois, à cause des raisons sécuritaires, il fallait une salle en sous-sol qui soit à l'abri des bombardements. Donc, c'est pas quelque chose qui est facile à organiser toutes les semaines. Oui, j'imagine. Oui, parce que j'imagine que les infrastructures de communication sont aussi très perturbées, donc pour avoir connaissance des nouveaux groupes, Oui, etc. et c'est aussi pour ça qu'on a beaucoup besoin d'avoir des personnes qui sont là pour faire de la protection civile de paix, accompagner les gens qui sont évacués, parce que ces personnes, actuellement, n'ont pas d'électricité, pas de connectivité. C'est très difficile d'avoir des informations sur comment être évacué d'un point à un autre, à quel service on va avoir droit, ou à quel endroit on va être envoyé. Et donc, il y a beaucoup, beaucoup de présence humaine qui est nécessaire pour les accompagner. Et en plus, cette présence humaine, si ce sont des gens qui sont bien formés, comme je disais, ça peut aussi éviter de retraumatiser les gens, ou ça peut les aider à les orienter vers les bons services. Comme je disais, pour les papiers légaux, on ne se rend pas compte du nombre de personnes qui n'ont plus de pièces d'identité parce qu'en fuyant, ils les ont perdues, ou parce que leurs pièces d'identité sont arrivées à expiration après le début de l'invasion. Et donc, nous, ce qu'on fait, c'est on n'apporte pas d'aide matérielle, mais ce qu'on fait, c'est on essaye de mettre les différents civils qui sont en situation de vulnérabilité en contact avec d'autres organisations qui, elles, vont pouvoir les aider. Ou alors, nous, on peut aussi aider les civils à passer les checkpoints des autorités ukrainiennes. Parce que ces autorités ont confiance en nous et ils savent que si ces gens que l'on amène à une autre ville pour qu'ils puissent faire leurs papiers sont avec nous, on peut les laisser passer même s'ils n'ont pas de papier d'identité à ce moment-là. D'accord. Ok. Il y avait une question dans le chat qui, justement, à mon avis, tu devras pouvoir répondre en travaillant justement auprès de l'Union européenne. Mhm. Qui demandait justement quels étaient les liens de Non-Violent Peace Force avec l'Union européenne et comment vous êtes soutenu par l'Union dans ce type d'initiative. Alors, actuellement, on n'a pas de financement de l'Union européenne pour l'Ukraine, mais on en a pour d'autres endroits. Aux Philippines, au Soudan. Au Soudan, c'est particulièrement pour des activités au Darfour et au Sud-Soudan. Et c'est pas seulement ECHO, je vois qu'il y avait ECHO qui était mentionné. ECHO, c'est la branche humanitaire de l'Union européenne. Il y a aussi des fonds pour la consolidation de la paix ou pour les droits de l'homme qui financent certaines de nos activités. D'accord. Et puis, donc ça, c'est sur l'aspect financement. Et politiquement, c'est là où moi, j'essaye de faire en sorte que ce soutien financier qu'on a dans certains pays se reflète aussi au niveau politique. Mais bon, disons que la protection civile euh, de paix n'est pas encore euh, un vrai thème, une vraie priorité de l'Union européenne au haut niveau politique. Mais on y travaille. Oui. On espère que vous aurez du succès. C'est vrai que ça serait très intéressant que ça se développe plus. D'ailleurs, bah, dans ce sens, il y a une question de Popo qui est peut-être un peu à long terme, mais qui demande comment la non-violence pourra s'imposer contre le militarisme. Si j'avais la réponse, si j'avais la réponse, j'en serais très. Bah, c'est un effort continu, évidemment. Euh, Ce qu'on essaye de faire, c'est de montrer par les différents exemples de là où on travaille, dans les différents pays où on travaille, que ça marche et d'essayer d'apporter justement ces exemples à des décideurs politiques. Mais on n'est pas tout seul. Et si on voit tous les investissements qui sont faits dans l'industrie de la défense actuellement, qui étaient déjà euh, envisagés avant, mais alors maintenant, depuis février, c'est encore plus soutenu par les politiques. Il y a beaucoup de liens à faire à ce niveau-là. Oui, ouais, malheureusement. Puis c'est vrai qu'en France, on n'est pas non plus les derniers sur l'industrie de l'armement et pas toujours très clair sur à qui on les vend. Enfin, bon, c'est d'autres questions, mais c'est vrai que bon, je pense que pour les non-violents, on sait que voilà, l'industrie de l'armement, c'est un gros problème, notamment en France. Ouais. Il y a une question un peu longue, mais intéressante de Baba qui demande, je vais résumer un peu, mais est-ce qu'il ne faudrait pas, pour faire cesser la guerre, que les Ukrainiens se retirent des zones de conflit pour avoir une intervention neutre comme une médiation? Est-ce que dans la perspective non violente, il ne faudrait pas refuser de prendre les armes, même en tant que pays agressé? Grande Alors, question. c'est une question très difficile. C'est extrêmement compliqué parce que, encore une fois, comme c'est dit ici, il s'agit de se défendre.
c'est très difficile actuellement de demander à des Ukrainiens de ne pas prendre les armes pour se défendre. Et ce n'est pas notre travail. Nous, ce qu'on fait, c'est on agit de manière non violente, on soutient des initiatives civiles, on essaye de protéger les civils, on essaye de proposer la manière dont on travaille, c'est essayer de faire les choses un peu différemment. On essaie de proposer une sorte de paradigme différent. Mais dans le contexte actuel, c'est extrêmement compliqué. Je ne me prononcerai pas sur qu'est-ce que les Ukrainiens devraient faire ou ne devraient pas faire, parce que c'est vraiment… Enfin, moi, je ne suis pas ukrainienne et j'ai vu tellement de conversations récemment ces derniers mois où il y avait des Ukrainiens dans la salle et des gens non ukrainiens, non concernés directement, qui leur disaient ce qu'ils devraient faire. Ça, qui était très, très, très inconfortable comme conversation. Euh, donc, nous, on continue à faire ce qu'on peut. Euh, Dans beaucoup de pays où on travaille, il y a des situations qui sont plutôt des guerres civiles, où on essaye, là aussi, même quand la situation paraît désespérée, il y a beaucoup, beaucoup de violence qui a lieu. On essaye au moins de créer des petites poches, au moins à des niveaux plus ou moins micro, parfois quand même assez conséquents, des poches de sécurité où les conflits peuvent être résolus de manière non violente pendant un certain temps, pour essayer de faire en sorte que les populations puissent décider dans un contexte un peu plus calme de ce qu'elles veulent pour leur futur. Là, en Ukraine, on est dans une situation humanitaire d'urgence absolue. Donc, il n'y a pas cette stabilité pour se poser un peu plus la question, pour leur permettre de se poser la question du futur. Mais ça n'empêche que les ONG internationales et d'autres vont devoir commencer à se pencher sur tout ce qui est planification à plus long terme pour l'Ukraine. Ouais. C'est vrai que je pense que la notion d'urgence, elle est très importante dans cette question de réponse armée à une agression. Je pense que si on veut développer une véritable défense civile non violente à l'échelle d'un pays, ça demande aussi une formation, une instruction de la population sur des méthodes, etc. Et que pour l'instant, ce n'est pas fait dans le pays. Donc, Non. Mais il y a eu des études sur les… Alors, c'est pas sur la protection civile de paix, mais plutôt sur la résistance non violente. Il y a eu des études qui ont été faites. Si j'y arrive en même temps que je parle à retrouver les liens et les mettre dans le chat, je le ferai. Mais sinon, je pourrais partager avec les organisateurs qui pourront ensuite circuler aux participants qui sont intéressés. ouais. Et donc, c'était sur ce qui s'est passé dans les territoires occupés. D'accord. J'ai vu qu'il y avait quand même pas mal alors, je ne me souviens plus de l'article, mais pareil, je pourrais aussi le repartager, de quelqu'un qui avait fait un peu la cartographie des actions qui avaient été entreprises en Ukraine. Philippe Daza de Novact en Catalogne, probablement. Oui, voilà, c'est ça. C'est le lien mais je ne l'ai pas sous la main. Ok, mais donc, très bien. Au moins, je vois de quoi tu parles, donc je pourrais aussi le partager. Voilà. Et tout disponible sur l'IRNC, nous dit Célia. Parfait. Célia. Mais effectivement, qu'il y a déjà pas mal de choses qui ont été faites. Je pense que aussi, il y a pas mal de personnes qui étaient soit déjà éduquées sur les principes de non-violence ou même qui instinctivement ont choisi cette méthode de résistance. Après, c'est comment on réussit à le généraliser à l'échelle d'un pays pour que lors d'une agression, il puisse y avoir une résistance non violente. C'est des questions qui ne sont pas encore élucidées. Voilà. D'ailleurs, Célia nous dit parce que demain, il y aura un podcast, un épisode de la force de la non-violence qui sera accessible pour ceux qui nous regardent en exclusivité quelques jours avant sa publication et qui parlera notamment des résistances civiles en situation de guerre. Voilà. Et Popo nous dit qu'il faudrait également faire des campagnes pour demander la diminution des budgets militaires. Ça, je pense qu'on est tous d'accord ici. Ouais. Et il faut savoir qu'au niveau de l'Union européenne, on a un fonds pour la défense depuis seulement 2020 qui est nouveau. Enfin, il y avait des projets pilotes avant, mais il y a ça qui arrive en plus. Il y a aussi l'industrie de l'armement qui est très, très forte pour essayer d'identifier différents endroits où ils peuvent récupérer des fonds pour leur recherche et développement. Et donc, je sais qu'il y a des organisations de lobby de l'industrie de l'armement qui essayent, par exemple, d'obtenir que leur travail de recherche ne soit plus sur les listes noires pour les investissements de la recherche
du budget de l'Union européenne, mais qu'on puisse voir qu'il va y avoir une utilisation duale civile-militaire. Et donc, du coup, comme ça pourrait servir les civils aussi, ça veut dire qu'on peut utiliser davantage d'argent du budget public pour financer la recherche et le développement militaire. Alors qu'au final, bon, tout ça, c'est pour des organisations qui visent le profit. Mais oui, ça, c'est pas. Il y a beaucoup de choses à dire sur ce sujet, mais c'est un petit peu à part de la protection civile de paix, mais c'est lié. Ouais, non, mais c'est très intéressant. Et tu m'avais envoyé quelques photos de l'intervention justement de MT en Ukraine. Si ça te va, je vais les partager Ouais, et peut-être que tu peux rapidement les commenter. oui, bien sûr. Voilà. Et il y avait quelque chose que je voulais rajouter aussi, c'est sur nos collègues. Donc, j'avais Oui, dit qu'on était à peu près 25, et pour vous donner une idée, les 2 tiers sont des Ukrainiens. Et seulement 1 tiers sont des staffs internationaux, des staffs qui viennent en partie d'Europe de l'Est, d'Europe de l'Ouest. On avait aussi une personne américaine, une personne égyptienne et jusqu'à cette semaine, une australienne. Euh, mais 2 tiers des staffs sont des Ukrainiens et c'est souvent le même ratio dans les autres pays où nous travaillons. d'accord. Deux tiers de locaux. Ouais. Avant de montrer les images, il y a une question qui a été posée par Sabine qui dit là où des féministes russes se sont clairement déclarés contre l'agression russe, y a-t-il des forces féministes en Ukraine qui proposent des voies alternatives pour la société ukrainienne? Alors, je sais qu'il y en a eu au printemps et qu'ils se sont pris alors, il y a eu des études, notamment une étude d'une association suédoise qui s'appelle Kvinna till Kvinna, ça veut dire femmes pour les femmes, qui travaillait avec des organisations féministes ukrainiennes, qui avait publié donc un rapport en mai-juin qui disait qu'il y avait eu beaucoup de harcèlement sur les réseaux sociaux, des féministes ukrainiennes qui prenaient la parole dans cette direction. Et depuis, j'ai beaucoup moins entendu de choses là-dessus. Je pense que le contexte faisait On n'entend plus Anna, mais on espère qu'elle va revenir très qu'il n'y bientôt. avait pas beaucoup d'espace. Vous m'entendez? Ouais, il y a eu des petites coupures, mais j'ai Ah zut! l'impression que tu es revenu. Tu rebouges. Oui. Si jamais ça arrive de nouveau, je couperai peut-être ma vidéo alors. Ok, pour l'instant, ça va. Désolée. Donc, mais oui, tu disais que depuis cet épisode, tu n'avais plus entendu trop de choses, mais que le contexte n'était pas. Propice. Ouais, très bien. L'union sacrée. Ouais. D'accord, eh ben, je vais partager les photos comme je le Ouais. disais. Euh, alors, il faut que je les retrouve. Ouais. Sinon, je peux aussi donner des exemples de partenaires avec lesquels on travaille, des organisations ukrainiennes. Il y en a qui sont par exemple dans la région de Kharkiv. Ah oui, alors ça, c'est ma collègue Felicity qui était la directrice jusqu'à la semaine dernière, D'accord. euh, qui va faire une petite pause. Bien mérité, j'imagine. Comment? Une pause bien méritée, j'imagine, dans Oui, ces conditions. oui. Qui discute avec une personne déplacée. Je crois que pour ces photos-là, c'était à Tchouchouyov, qui était dans le nord-est de l'Ukraine. Donc Ouais, ça, c'était... exactement. Ouais. Ouais. Il y a une Ça, petite c'était... légende, effectivement, qui dit ça, j'imagine que c'est un témoignage de la dame qui explique qu'elle avait dû passer la nuit dans sa cave à cause de bombardements. Voilà. Il y a beaucoup, beaucoup de travail qui consiste à tout simplement discuter avec les gens, comprendre quels sont leurs besoins, essayer d'identifier quelles sont les personnes les plus vulnérables. Euh, Il y a aussi le gros problème d'accéder aux personnes qui sont dans les zones rurales, parce que la plupart des services sont donnés dans les grandes villes. Et encore, même là, quand ce soit Kherson, Kharkiv ou ailleurs, c'est très, très limité, il y a pas assez. Mais alors, quand on va dans les zones rurales, qu'elles aient été désoccupées ou pas, on se retrouve avec toutes les personnes qui sont en situation de handicap ou les personnes âgées qui n'ont pas pu partir avant. Euh, et qui ne savent pas comment partir, qui ne reçoivent que peu d'assistance, ou parfois ce sont des voisins qui leur amènent, mais c'est essayer d'identifier ces personnes-là pour qu'elles reçoivent la protection à laquelle elles ont droit. Ouais, oui, oui, j'imagine, ouais, dans les zones rurales, ça va être encore plus complexe. Alors, Je vois qu'il y a une question. oui, vas-y, vas-y. Autre femme, j'ai entendu un reportage.
Oui, ben, il est extrêmement difficile actuellement de quantifier le niveau exact de violence sexuelle qui a pu arriver dans les territoires occupés, sachant qu'en plus, il y a le problème des violences domestiques générales qui augmentent toujours dans les situations de conflit. Donc, cet aspect est un aspect très, très important de notre travail de protection. C'est le cas dans tous les pays où on travaille. On ne peut pas séparer tout ce qui est violence domestique et violence sexuelle de la violence en conflit. C'est extrêmement lié. Donc, tous les staffs sont formés aussi, par exemple, à comment on appelle ça du survivor sensitive approach, donc une approche sensible aux survivants, faire en sorte que quand on est face à des personnes qu'on soupçonne être des survivants de violences sexuelles ou de genre, la manière dont on va les traiter va être extrêmement sensible. Il y a plein de petits trucs. Je peux aller dans les détails si ça vous intéresse, hein, mais ça devient un peu plus technique, mais sur comment faire en sorte qu'ils ont toujours le choix dans ce qui leur est proposé, qu'on puisse leur proposer les bons parcours de soins, leur dire à quelle clinique ils peuvent aller, à quels soins psychologiques ils peuvent avoir accès, et tout ça dans la plus grande confidentialité. Mais oui, c'est un énorme aspect de notre travail. Ouais, j'imagine. Bah oui. D'ailleurs, demain, enfin, samedi, il y aura Pascal Djemeged du Nord Cameroun qui nous parlera. Il y a aussi là-bas bah, pareil, en situation de conflit, des grosses problématiques de violence sexuelle. Si je peux commenter la photo là, donc là, ça c'est Vas-y. une collègue qui est là depuis avril. Et donc, on voit la veste, le gilet enfin, Par balle. oui, par balle, merci. Je suis désolée, je travaille en anglais toute la journée, donc là, je suis en train de faire du franglais. Et donc, c'est de la distribution de documentation parce que, comme je disais, l'accès à l'électricité ou à la connectivité est très limité. Donc, on essaye de faire aussi beaucoup avec des liens, des documentations écrites. Et il y a on ne fournit pas d'aide matérielle, mais on a des facilités pour fournir des équipements de protection personnelle pour nos staffs et pour des collectifs de bénévoles et d'autres organisations informelles aussi, qui est très important dans le contexte sécuritaire actuel. Ouais, d'accord. Ouais. J'imagine bien. Il y avait une dernière photo. Ça, c'est probablement une distribution d'aide humanitaire, peut-être d'aide alimentaire. Et ce qu'on fait dans ces cas-là, ce que les collègues font, c'est que ce n'est pas eux qui fournissent l'aide matérielle. Et ça, c'est un type de travail qu'on fait aussi au Darfour, au Sud-Soudan, en Irak. C'est que quand il y a des distributions d'aide, on va participer en tant qu'observateur, vérifier que les personnes les plus vulnérables, qui parfois sont des femmes enceintes, des personnes en situation de handicap ou autres, ou des personnes qui n'ont pas de carte d'identité, parce qu'il faut une carte d'identité pour avoir accès à l'aide humanitaire. Ça fait partie des conditions des bailleurs. Les bailleurs qui financent l'aide humanitaire veulent que les ONG s'engagent à vérifier l'identité des personnes pour ne pas fournir à des personnes qui n'en ont pas besoin ou à dupliquer, etc. Donc, c'est s'assurer que toutes les personnes qui vont avoir besoin d'avoir priorité soient accompagnées, puissent avoir cette aide en priorité. Ou un autre travail qui se fait lors des distributions humanitaires comme ça, c'est d'identifier, par exemple, s'il y a des mineurs isolés, s'il y a des personnes qui ont l'air d'avoir des problèmes de santé particuliers, et de les mettre en contact avec différentes organisations qui sont plus spécialisées, qui vont pouvoir les assister. D'accord. Ah ouais, c'est On est très orienté protection, sécurité humaine dans ce type de travail, mais toujours avec une approche de résolution des conflits non violentes et de mettre l'humanité de chacun au centre. Ouais. Ouais, bah, j'imagine que ça doit être beaucoup de travail. Et je vois qu'il y a une question, comment font Ouais. les Ukrainiens sans électricité? Mais c'est très compliqué. Et actuellement, mes collègues me disaient, ça y est, l'hiver est complètement arrivé et c'est un sujet de grande inquiétude. Et les évacuations ne peuvent pas aller aussi vite qu'on le souhaiterait. Les autorités n'ont pas assez de ressources pour pouvoir fournir des logements à moyen terme pour tous ceux qui sont
évacuées, des solutions pérennes ne sont pas encore là, donc il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail. Ouais. Et puis, il y a beaucoup d'ONG internationales et de différentes institutions qui essayent d'envoyer des générateurs aussi pour pallier à ces problèmes d'électricité, mais tant que les bombardements continueront sur les infrastructures civiles, on se retrouvera avec ce problème. Et parce que justement, par exemple, en Ukraine, il fait combien de degrés en hiver? On se rend compte. Je ne veux pas dire de bêtises. Froid. Froid, très froid. Très froid. Ok. Eh ben, merci beaucoup pour ton intervention. On va te libérer. Je sais que tu avais autre chose par la suite. C'était super intéressant. C'est, je pense, voilà, c'est une situation quand même très complexe. C'est super que déjà il y ait 25 personnes de chez MP Sports qui puissent intervenir sur place. On espère que tu vas réussir au niveau européen à faire un peu bouger les lignes pour aller vers plus d'intervention civile de paix, plus de soutien, un développement de cette méthode d'action. Ouais. Et pour ça, on a besoin de citoyens qui demandent à leur gouvernement, parce qu'au final, ce sont les États membres qui décident vraiment de ce qui se passe. Donc, n'hésitez pas. Je pense qu'il y a beaucoup de plaidoyer à faire auprès du gouvernement français sur ces questions-là aussi. Eh ben, écoute, j'espère que toutes les personnes ici t'auront entendu. Donc voilà, tout le monde, n'hésitez pas à aller voilà, demander à notre gouvernement de soutenir l'intervention civile de paix. Et merci pour tous les mots d'encouragement. Je passerai définitivement le message aux collègues. Merci beaucoup. Je montre juste avant que tu partes un petit dessin que vient de faire Étienne, du coup, qui croque en parallèle. Hop, je pense que vous le voyez là. Ouais. Il y a une barre, elle va peut-être partir. Ça mettait bombardement de non-violents gare à l'impact. Oui, j'avais juste eu le temps de lire. Exactement. Donc voilà, on espère que un jour, ce soit une vraie une chose qui se passe réellement, plein d'interventions non violentes qui soient envoyées sur les conflits. Après, si je peux réagir à ça, c'est disons que quand un conflit commence, si on n'est pas déjà présent, ça met beaucoup, beaucoup de temps à se mettre en place. C'est tellement une approche qui est basée sur la primauté des acteurs locaux, essayer de bien comprendre les dynamiques, qu'un déploiement à court terme, c'est très difficile à organiser si on n'est pas déjà sur place. Donc, dans des contextes dans lesquels on travaille, où il pouvait y avoir où on travaillait déjà et où il pouvait y avoir des intensifications des dynamiques de conflit, on pouvait davantage travailler dans tout ce qui est interposition rarement, mais quand même, ou extraction de civils. Mais là, comme on le voit, ça fait plusieurs mois qu'on est là et ça fait pas très longtemps qu'on est à 25. Donc, c'est aussi quelque chose à considérer, c'est que c'est pas seulement une intervention externe, mais que c'est quelque chose à nourrir de l'intérieur pour que ce type de réponse puisse avoir lieu dans différents contextes et venir de l'intérieur. Oui, c'est très intéressant de le rappeler. Effectivement, de toute manière, c'est pas quelque chose qui doit commencer au moment du conflit, mais qui doit être présent bien avant. Un peu tout le temps. Très bien. Merci beaucoup et bon courage avec le reste de la conférence et plein de discussions intéressantes à venir.